Qui va être au centre du deuxième trio? Encore mieux, qui va jouer avec Demidov sur le deuxième trio? Non, encore mieux! Pourquoi un deuxième trio? Attends, quoi? Why is Gamora? What's up tout le monde? C'est ton boy Max. La pré-saison est terminée. Connor McDavid a signé. Le vrai fun commence. Le premier trio du Canadien de Montréal a l'air de vouloir reprendre là où il l'a laissé. Lane Hutson ressemble à un joueur amélioré. Et ça fait peur si t'es le reste de la LNH. De jeunes joueurs se sont distingués et le Canadien commence avec 22 joueurs, avec 3 troisième trio, donc pas deuxième trio. Parce que soyons honnêtes, si on regarde ça, là, c'est un peu ce à quoi on a droit pour débuter la saison. La preuve, les 3 joueurs qui, on croyait, composeraient ce deuxième trio, Demidov, Dak, Patty Laine, ils commencent tous sur une ligne différente. Ça s'invente pas. Il y a du bon, il y a du moins bon dans l'échiquier de Martin Saint-Louis, quoique déjà, j'avoue, être un peu moins sceptique que je l'étais il y a une semaine. J'avais enregistré cette vidéo-là il y a une semaine quand ça a commencé à être ça, les trios à l'entraînement pendant le camp, puis qu'on se posait la question, ça va-tu vraiment être ça? C'est-tu Martin Saint-Louis qui fait le savant fou, qui essaie de nous mettre sur une fausse piste? Je veux dire, même Martin Leclerc de Radio-Canada, qui n'est pas un journaliste reconnu pour faire des déclarations à l'emporte-pièce, est allé jusqu'à dire qu'il serait prêt à gager son hypothèque que Kapanen ne jouerait pas avec Demidov. Bon, il parlait plus à long terme qu'à court terme, là, mais quand même. Donc, on fait quoi de cette décision-là du Canadien d'y aller essentiellement avec, personnellement, ce que j'appelle 3 troisième trio, ou 2 deuxième trio, 1 troisième trio, appelez ça comme vous voulez. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on pense de cette décision-là? Pourquoi on est allé dans cette direction-là? Et aussi, pourquoi diantre l'équipe a choisi de débuter la saison à 22 au lieu de 23? Restez jusqu'à la fin pour tout ça. Tout juste avant de poursuivre, salutations distinguées à toi, aventurier de l'Internet. Ça y est, la saison débute. C'est le dernier épisode avant le dépôt de la rondelle. Tu vas être certain de ne rien manquer de ce qui s'en vient. Abonne-toi, ça coûte rien, ça prend 0,5 secondes et ça contribue grandement à la croissance de la chaîne. Peut-on atteindre les 22 500 abonnés avant le dépôt de la rondelle pour le match canadien versus Leaf? Comment on y approche? Tu sais quoi faire? Envoie la chaîne à ta mère, ton père, abonne-toi avec le 3e compte de ta blonde, peu importe. Et si tu le fais pas, c'est correct. Mais sache que Lane Hutson ne s'attendra pas avec le Canadien avant le début du camp l'an prochain. Et ça, je pense pas. Donc pour moi, il y avait une conclusion claire, nette, précise, après ne serait-ce que quelques matchs de pré-saison. Kirby Dach et Patrik Laine ne devaient pas se retrouver au sein du même trio. C'était une évidence. Je sais que théoriquement, tu regardes ça et tu te dis ce sont tes 2 gars de talent qui complètent ce qui est en train de devenir ton Big Four en attaque. Le premier trio est Demidov, right? Je veux dire, les 3 premiers sont signés à long terme. Puis Demidov, ben c'est Demidov. Sauf que, malheureusement, l'engagement, que ce soit en échec avant, en défense de ces 2 gars-là, c'est pas suffisant. Tu peux pas t'y fier, du moins pas quand ils sont ensemble sur le même trio. Quand même bien qu'ils récolteraient 65 points chacun, ça vaut pas ce que ça va te coûter à l'autre bout de la glace. Et donc, est-ce qu'on est d'accord que la composition du 2e trio était devenue le plus gros casse-tête du camp d'entraînement pour Martin Saint-Louis? J'avais fait une vidéo dans laquelle je vous posais la question, pensez-vous que le plan va être respecté à la lettre, qu'on va se rendre au match de saison régulière, qu'on va en donner quelques-uns à ce trio Dak, Demidov, Laine avant de se rendre à l'évidence? Et finalement, non. Finalement, non. On a décidé que, ouais, ça marche pas. Mais pensez-y. Le Canadien vient d'accéder aux séries sans un 2e trio régulier et un véritable 2e trio. Donc, qu'est-ce qui nous empêche de répéter cette expérience-là pour débuter l'année? C'est probablement ça qui est venu en tête des dirigeants du Canadien. La réponse rapide, je le sais, Christian Dvorak, la perte de Christian Dvorak, j'en conviens, parce que oui, Anderson, Dvorak, Gallagher, le trio de vet l'an dernier, c'était un 3e trio qui, plusieurs soirs, jouait comme un 2e trio, puis surtout sur 200 pieds. Il jouait du hockey efficace, intense,
peut-être pas nécessairement digne d'un deuxième trio offensivement, quoique certains soirs, puis même sur certaines séquences, oui. Mais c'était surtout dans le rôle d'épauler Nick Suzuki pour contrer les meilleurs trios adverses. Mais là, t'as plus Dvorak, Gallagher, Anderson. En fait, pas encore Gallagher, Anderson. T'as plus Dvorak entre Gallagher, Anderson. Puis justement, Gallagher, Anderson, ils continuent de vieillir. Puis certains les voient plus comme des ailiers, même de quatrième trio carrément. Ce que je partage pas nécessairement comme opinion. D'ailleurs, en fait, je partage pas cette opinion-là. On a beaucoup assumé Jake Evans allait se glisser dans la chaise de Dvorak. C'était réglé. Puis ça créait un troisième trio qui allait pratiquer un style similaire à l'an passé. Martin Saint-Louis semble en être venu à la conclusion qu'il faut séparer ces gars-là pour arriver au meilleur alignement possible. Si, en l'absence d'un deuxième trio véritable qui épaule efficacement le premier trio offensivement, on avait à la place 2, même voire 3 trios qui peuvent le faire. Donc, voire 3 troisième trio, ou deuxième trio A, deuxième trio B, quatrième trio, appelez ça comme vous voulez. J'étais pas certain. Honnêtement, là, j'étais vraiment pas certain quand Martin Saint-Louis est arrivé avec ce qui est finalement la formation pour débuter l'année. Caulfield, Suzuki, Slavkovski, Newhook, Demidov, Kapanen, Dak, Bolduc, Gallagher. Mettez ces deux trios-là dans l'ordre que vous voulez. Laine, Evans, Anderson. J'aimais pas beaucoup certains de ces trios-là. Je continue d'ailleurs de croire qu'on devrait essayer Bolduc et Demidov. Juste inverse, Gallagher, puis Demidov, Bolduc, Kirby Dak. Ça me semble dans ma tête. Mais en tout cas, regarde, que voulez-vous? Je peux comprendre, justement, que deux jeunes joueurs, Bolduc, deuxième saison, Demidov, recrue, avec surtout un centre comme Kirby Dak, pas particulièrement responsable, c'est pas l'idéal. En fait, dans un monde idéal, ça t'aurait pris, je sais pas, moi, Phil Dano entre ces deux gars-là, mettons. Ou Jake Evans avec une petite touche, une touchette de plus d'attaque. Mais, je vais être honnête, je commence à me réchauffer à l'idée de ces trios-là. J'ai-tu besoin de m'éterniser sur Caulfield, Suzuki, Slavkovski? Mettons qu'on passe tout de suite à autre chose. Y a-tu quelqu'un qui s'objecte? C'est quelqu'un qui se lève maintenant? Non, vous vous taisez à jamais? Merci. Si jamais vous vouliez 5 minutes sur Slavkovski, Caulfield, Suzuki, envoyez-moi un L en commentaire. L, mon boy, je voulais entendre parler du premier trio pendant 5 minutes. Je m'excuserai. Je vous enverrai un emoji d'excuse, un petit bonhomme qui pleure. Peu importe. Merci. On passe à autre chose. Bolduc, Dak, Gallagher. Commençons avec celui-là. Zach Bolduc a le talent pour compléter ou simplement même créer avec Kirby Dak. C'est aussi un joueur qui a un bon coup de patin pour compenser ce que Gallagher, lui, a perdu au fil des années. Et d'ailleurs, Bolduc, sans être un futur candidat au trophée Selke, il peut jouer intelligemment, pas être une nuisance, jouer sur 200 pieds. Gaucher, on a fait grand état du fait qu'il s'est entraîné au cercle des mises en jeu cet été, donc ça coche des cases. Si jamais certains soirs donnés, ou même peu importe, tous les soirs, Kirby Dak a besoin d'aide quand la mise en jeu est à gauche, peut-être que Zachary Bolduc va pouvoir aller dans le cercle des mises en jeu. Aller après ça sur le flanc gauche pendant le jeu. Puis Kirby Dak patrouille le centre, là, comme il fait d'habitude, mais ça peut aider Kirby Dak. D'ailleurs, d'avoir Bolduc avec Dak, Newhook avec Kapanen, donc c'est quelque chose d'intéressant. Entre en jeu, donc, Brendan Gallagher, qui peut-être au final est la clé de l'alignement du Canadien de Montréal, quand on regarde ça. Gallagher, je viens de le dire, il avance plus comme même. Mais y a-tu quelqu'un, ne serait-ce qu'un seul petit instant, qui doute que Gallagher va pas aller chercher les rondelles, se foutre devant le filet comme si sa vie en dépendait et créer des ouvertures pour ses deux coéquipiers? Il va tirer un gars comme Dak et même Zachary Bolduc, d'une certaine façon, vers le haut. Garanti, ne serait-ce que par l'intensité. Et soyons honnêtes, particulièrement un gars comme Kirby Dak, je pense qu'il a besoin de ça. Surtout en plus le fait que c'est comme le vet, c'est le gars qui a le plus d'ancienneté au sein de l'équipe, qui fasse ça, peut-être ce rôle-là pour lui. Je pense que c'est bon. Je pense même qu'il peut non seulement, Brendan Gallagher, être un catalyseur offensif sous-estimé, mais même, qui sait, peut-être encore une fois, marquer 20 buts et même retourner chercher une quarantaine de points cette saison. L'an passé, il a réussi à retourner aux 20 buts. Cette année, peux-tu retourner à 40, 41, 42 points? S'il y a de la deuxième vague d'avantages numériques pour une majorité de l'année, puis un trio un peu plus offensif que ce qu'il y avait l'an passé? Peut-être. Avec deux ailiers aux qualités complémentaires, un Gallagher travaillant d'un côté et un Bolduc rapide qui peut sniper de l'autre, est-ce qu'on met Dak dans les meilleures dispositions pour réussir? Honnêtement,
Moi, je pense que oui. Deuxième trio B, maintenant. À moins que ce soit lui le deuxième trio A. Appelez ça comme vous voulez. Il y en a qui disent peu importe où est Demidov, c'est ça le deuxième trio. Bon, c'est pas quelque chose avec quoi je suis nécessairement en désaccord. Kapanen, Newhook, Demidov. Pour vrai, pour moi, c'était le trio que j'aimais le moins. Quand je vous disais, quand ces trios-là ont été amenés, que j'avais un beef avec les trios un peu, c'était particulièrement celui-là. Pourquoi? J'aime pas l'idée de Newhook et Kapanen qui peuvent pas compléter les jeux de Demidov. Je veux dire, avez-vous vu Demidov? Oui, c'est une recrue. Blablabla, il va avoir des erreurs, il va avoir des périodes creuses d'apprentissage, il va pas tout de suite être à son pic, il faut lui donner le temps. Regarde, sortez toute la liste pour faire en sorte qu'on se calme sur Demidov. Mais l'avez-vous vu? Il va être certains soirs, dès cette saison, le meilleur joueur sur la glace pour les deux équipes. Guaranteed! Sauf que, de un, Kapanen, je dois l'avouer, arrête plus de me le mettre d'en face. Littéralement, lors de ma diffusion en direct de mardi soir dernier, je suis en direct tous les soirs de matchs de semaine du Canadien. J'en profite pour vous le dire. Donc, cette semaine, mercredi, jeudi, 2 matchs du Canadien. Soyez-y. 15 minutes avant le match. Tout le long de la rencontre, watch party, après match, après ça, d'environ une demi-heure. Bref, contre les Sénateurs, le premier, là, celui où ça a dégénéré. Il a marqué, je pense, 15 secondes. Après que pour une énième fois, je répétais à quelqu'un, non, je vois pas son potentiel offensif dans l'NH. Bang! C'est à peine s'il s'est pas reviré puis il a fait Yo, bon boy Max! Dans ta face! Comme si j'étais assez big pour que Kapanen fasse ça. Je vais être honnête. Je vais être heureux s'il me fait mentir. Parce que, de un, quiconque porte le numéro 91, le plus beau numéro au hockey, celui du GROAT! The greatest Russian player of all time. All due respect to Ovi. Je suis, regarde, Sergei Fedorov fan jusqu'à la fin. Et si tu portes le 91, ça prend au moins un peu de skills offensifs. Je veux dire, oui, Fedorov gagnait des Selke, mais il est le seul à avoir gagné le Selke en gagnant le Hart aussi. Tu peux pas porter le 91 si t'es pas moindrement offensif. Même si Nikita Zadorov maintenant le porte. Bon, ok, excusez, aparté. Ça te prend au moins un peu de skill offensif. Bon, blague à part. Je lui manque de respect. Soyons honnêtes, je lui manque de respect. À Kapanen, il a quand même fait le point par match l'an passé en Europe. Ben, s'il me fait mentir, vu que je lui manque de respect, c'est donc dire que ça va bien. C'est parce qu'il va m'en faire mentir parce que il produit. Donc, je suis pas fan du potentiel offensif de Kapanen, ni même d'Alex Newhook. Parce que pour le moment, pour moi, Alex Newhook demeure un Paul Byron 2.0 et ce n'est surtout pas un manque de respect à Tipol. Il était excellent dans son rôle. Sauf que les attentes envers Newhook étaient plus élevées. Je veux dire, si on vous avait dit, lorsqu'on a fait l'acquisition d'Alex Newhook, qu'il allait devenir à Montréal Paul Byron 2.0, je pense que votre réaction aurait été « Ouais, je l'aime, Tipol, mais on vient de payer cher pour Tipol, là. » Non. Dans la vie, tout est une question d'attente. Si tu t'attends d'un gars à ce qu'il soit Sidney Crosby, puis finalement, il est Carl Dykhouse, ben, Carl Dykhouse, c'est quand même un joueur de la Ligue nationale de hockey. Mais tu t'attendais à Sidney Crosby. Puis si tu t'attendais à ce qu'un joueur soit Carl Dykhouse, puis finalement, il est Sidney Crosby, t'es comme « Wouh! » Vous comprenez. Un peu comme Bolduc sur le deuxième trio, par contre, quand je pense spécifiquement à Newhook. Il a la vitesse pour étirer la glace, puis même si des fois, il me fait un peu penser à la version montréalaise d'Arthurie Lekonen, c'est-à-dire, il est intelligent, il se donne des chances de marquer, il est bien placé, il n'est pas foutu de la mettre dedans. Il a, pour reprendre le terme de Martin Saint-Louis, l'ordinateur pour jouer avec Demidov, parce que la clé, elle est là. Ivan Demidov a non seulement l'intelligence pour faire des jeux offensifs largement supérieurs à la moyenne, déjà à son jeune âge, il a les atouts pour les réaliser. C'est pas juste du potentiel, Ivan Demidov, c'est déjà un gars qui peut offensivement créer et même peut-être driver son trio. Prenez le but de Patty Laine dans le premier match contre les Sens, justement, encore une fois, celui qui a dégénéré. Il n'y avait rien. Demidov tricote, il est dans son coin, il n'y a rien. Il n'y a pas de ligne. Il attend. Les joueurs des Sénateurs lui donnent, il s'en rend compte, lui donnent beaucoup d'espace. Ils le craignent. Soyons honnêtes, là, c'était pas Prime Patrice Bergeron qui était en train de le couvrir, là, mais quand même, il était craint par les joueurs des Sénateurs qui étaient sur la glace. On le laisse tricoter et il tricote, prend son temps. Il regarde, un peu à gauche, un peu à droite, un peu à gauche, un peu à droite, et il trouve Patty Laine qui en met dedans. Mais si vous regardez le but maintenant, surtout l'angle renversé, bien, Patty Laine, on peut lui faire tous les reproches au monde. Mais lui aussi, sur la séquence, tu sais, un bon sniper, c'est pas juste la foutre dedans quand il est sur ta palette. Là. Tu le vois sur la séquence, regarde Demidov, puis
puis il fait des petits mouvements latéraux, et à un moment donné, il se rend compte que la seule ligne de passe qu'il peut ouvrir pour Demidov est en haut quasiment du cercle des mises en jeu. Fait qu'il se rend là. Il s'en va lui aussi se placer pour lui donner à Demidov l'option de passe. Et Patty Laine, étant Patty Laine, bang, il est capable de la mettre là-dedans, dedans de là. Et justement, le problème, il est là. Peut-être que Alex Newhook aussi est capable de reconnaître ça et aller se placer là. Je pense pas, bon, tout respect pour Alex Newhook, je pense pas qu'il te la met dedans, comme Patty Laine est capable de te la mettre dedans. Ça te prend des joueurs qui sont capables de reconnaître ça. Et autant que c'est pas facile pour moi, qui, I guess, on peut quasiment te définir comme un Newhook et Kapanen hater, quand même pas, là, mais un peu. Les deux peuvent le faire. Peuvent faire comme Patrick Laine puis se placer. Mais après ça, c'est beau se placer. Une fois qu'elle est sur ta palette, excusez, petite gorgée de café avant qu'il vienne trop froid. Il faut que tu enfiles l'aiguille. Et je les vois pas vraiment enfiler l'aiguille si souvent que ça. Mais, pour commencer l'année, en l'absence d'un vrai deuxième centre qui peut jouer avec Demidov qui a un vrai deuxième trio, pourquoi pas? La seule chose que j'aime vraiment pas, que je continue de vraiment pas aimer là, de ce trio-là, facile à brasser. Mais ça, par contre, ça s'ajuste. Ça peut s'ajuster dans les confrontations que tu choisis d'envoyer sur la glace, particulièrement quand tu es à domicile. Et sinon, tu joues un match contre une plus grosse équipe. Qui sait? Peut-être que tu mets le gros Josh Anderson sur le trio de Demidov, remplace Newhook par Josh Anderson. Bang. Sait-on jamais. Parlant de Josh Anderson et du quatrième trio, I guess, je pense que c'est peut-être ça, finalement, qui a fait consommer le plus de Tylenol à Martin Saint-Louis pendant le camp d'entraînement et qui, au final, selon Donald Trump, c'est ça qui lui a donné son éclair de génie. Est-ce que je peux vraiment mettre Patrick Laine sur une 4? Va-t-il babouner? Va-t-il être un problème? Pas selon Martin Saint-Louis, qui semble encourager, qui a dit dans son point de presse, là, un peu de début de saison, qu'il a bien aimé les 2 derniers matchs de Patrick Laine à 5 contre 5, et je suis d'accord. Honnêtement, peut-être les 2 meilleurs matchs. Les 2 meilleurs matchs. Il n'y a pas eu grand match de pré-saison, entendons-nous, là, mais ça a été des bons matchs de Patrick Laine. Dak aussi, d'ailleurs. Les deux, j'ai trouvé séparés comme ça. J'ai bien mieux aimé la fin de leur camp d'entraînement. Mais ceci étant dit, Patty Laine sur un 4e trio. En faisant ça, en le mettant avec Evans et Anderson, est-ce que tu t'empêches d'avoir un vrai bon trio complet qui tue des minutes plus difficiles, entre autres dans ta zone, comme tu avais quand c'est Gallagher qui était là? Patty avec Evans et Anderson, le positif, c'est qu'Anderson et Evans vont forcer Patty à patiner et travailler. Eux, c'est ça leur job. Mettre les bottes de travail, puis let's go. Le négatif, par contre, c'est que Patty, lui, en étant là, est-ce qu'il empêche particulièrement Jake Evans d'être envoyé dans la mêlée pour prendre des mises en jeu dans sa zone, épauler Nick Suzuki contre les meilleurs trios adverses? C'est là où Patty est vraiment handicapant dans cette optique-là. Mais mis à part ce Patty, bémol, excusez. C'était facile. Je déteste vraiment pas ces trios. Et je pense au final quand même que tu peux déployer Jake Evans dans certaines situations et tout ça. Mais je déteste vraiment pas ça. J'irais même jusqu'à dire qu'il me semble que pour une équipe de milieu de classement, quel le Canadien présentement, ça a bien de l'allure? T'as-tu un vrai deuxième trio? Non. Donc, t'as pas réglé ton problème. En même temps, Martin Saint-Louis semble pas trop y avoir un problème avec ça. Il le dit encore une fois dans son point de presse de début de saison. Il s'est posé la question sur l'identité d'un 4e trio robuste, blablabla. Et il dit, non, dans la Ligue nationale d'aujourd'hui, c'est important que tous les trios aient l'identité de l'équipe. Il faut y aller par vague, blablabla. Il pas eu ça. Je pense que tu as mieux réparti les tâches. Tu as trouvé à tous un rôle qui convient à chaque joueur et tu maximises le plus de joueurs possible. Évidemment, de toute façon, il va y avoir des blessures qui vont venir bousiller tous les beaux plans. Il va y avoir des 2-en-2, quoi que ce soit. T'sais, des trios, ça change au fil d'une saison. Mais pour débuter l'année, je déteste pas du tout. Je rends les armes. Je crois qu'une des clés pour le CH, c'est de se dire, au Yard, le 2e trio offensif, vaut mieux en avoir 2-3 balancés. Puis je crois honnêtement que c'était la chose à faire. Je crois que tu te serais plus handicapé à t'entêter pendant 2, 5, 10 matchs à essayer de trouver ton 2e trio qu'en faisant ce que Martin Saint-Louis vient de faire pour débuter la saison. Je pense qu'il a peut-être trouvé la bonne clé pour s'assurer de ne pas débuter avec, encore une fois, un mauvais début de saison comme ça a été l'an dernier. Surtout que, contrairement à l'an dernier, les attentes sont maintenant changées. De toute façon, on va le voir bien assez vite, là. 2 matchs en 2 soirs, puis quoi, 3 en 4 pour commencer la saison. Probablement que Joseph Veleno puis Jayden Struble jouent au moins un de ces matchs-là. Et Samuel Blais là-dedans, rétrogradé, soumis au ballottage et même réclamé par le Toronto. Pourquoi on a fait ça? Pourquoi on ne l'a pas gardé? Pourquoi on joue à 22
plutôt que 23 du côté du Canadien de Montréal. Est-ce que le Canadien s'est fait avoir? Est-ce qu'on s'est dit, Samuel Blais, de toute façon, personne ne va le réclamer, il s'en va à Laval, on va le rappeler quand on va en avoir besoin? Peut-être, mais peut-être pas non plus. On était peut-être prêt à prendre le risque de le perdre parce que Blais, à l'image de Barry Boulay l'an dernier, a peut-être perdu son pari. Ce que je veux dire par là, c'est que Blais, ce qu'il allait apporter aux Canadiens, c'était intensité, robustesse, aspect physique. Est-ce qu'on considérait déjà que Florian Jacquet, qui ne fait pas l'équipe, mais quand on allait vraiment avoir besoin de ça, allait être le premier appel quand c'est ce type de joueur-là qu'on a besoin? Peut-être. Ou sinon, on préférait accumuler de l'espace sur le plafond plutôt que de garder Blais. Parce que c'est ça que fait le Canadien de Montréal. Pour ceux qui ne savent pas, quand tu n'as personne sur la LTIR et que tu es sous le plafond salarial, à chaque jour, parce que le plafond se compte chaque jour de la saison. Il y a 192 jours dans une saison régulière de la Ligue nationale de hockey. Donc, chaque jour, tu divises tous les salaires par 192, ça te donne un daily cap hit, là, un plafond salarial par jour. Et chaque jour que tu es sous le plafond, tu accumules. Imaginez des intérêts composés. Mettons, si je pouvais l'imaginer d'une certaine façon. Les jeunes, si vous n'avez pas encore c'est quoi des intérêts composés, allez écouter des chroniques économiques et assurez-vous de bien investir votre argent et d'aller chercher de l'intérêt composé. Voilà. Donc le Canadien, comme ça, se permet d'avoir plus d'espace sous le plafond salarial. Ça s'accumule jusqu'au point d'arriver à la date limite des transactions. Et là, tu as vraiment un plus gros coussin. Et c'est comme ça que, année après année, certaines équipes réussissent à aller chercher des joueurs que sur le coup, tu te dis, ça fit sous le plafond, ça? Et oui. Donc ici, le Canadien, cette année, l'ambition, je ne dis pas qu'on va y arriver, mais l'ambition est de participer aux séries. L'ambition est peut-être de faire un achat ou deux en route vers la date limite des transactions. L'ambition est peut-être même, avant ça, de finalement trouver le deuxième centre. Et en faisant ça, en gardant 22 joueurs, en étant un peu plus bas sous le plafond, t'accumules et peut-être que tu vas être en mesure d'aller chercher un joueur meilleur ou avec un plus gros contrat que ce que tu aurais pensé aller chercher initialement. Donc peut-être qu'on s'était dit, ça vaut plus la peine de travailler vers ça, puis que si jamais on perd Blais, c'est pas grave, Florian va arriver puis il va amener ce que Blais aurait amené, que de garder Samuel Blais. Donc, je pense que c'est pour ça que le Canadien de Montréal a décidé de commencer l'année à 22 joueurs. Ça se peut que je me trompe. Mais je pense vraiment que c'est ça l'idée. Et je crois de toute façon que Florian Jacquet a mérité d'être le premier appel quand le Canadien a besoin d'un joueur physique, d'énergie, appelez ça comme vous voulez. Là, d'ailleurs, j'ai vu un titre passer comme quoi Samuel Blais va peut-être revenir hanter le Canadien maintenant qu'il est à Toronto. Mais sincère respect à Samuel Blais. Là. Je parle quand même d'un gars qui a passé l'entièreté de la saison 24-25 dans la Ligue américaine. C'est vraiment plate pour le joueur. Peut-être qu'il pensait réaliser un rêve en venant jouer à la maison. En même temps, à Toronto, il retrouve Craig Berube, qu'il avait bien aimé à Saint-Louis. Donc, peut-être que finalement, il va avoir une belle saison. Mais il n'en demeure pas moins que c'était un gars de Ligue américaine l'an dernier. Et je lui souhaite tout le bien. Je trouve que certains font peut-être un peu plus... voient ça un peu plus gros que ce l'est réellement, de voir que Samuel Blais a été réclamé par le Maple Leafs de Toronto. Qu'est-ce que tu penses de l'alignement 2025-2026 du Canadien pour débuter l'année? Les trois troisième trio, appelez ça comme vous voulez. Qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que ça te dérange plus que moi, le fait qu'il n'y a pas réellement un deuxième trio, qu'on n'a pas réellement réglé ce problème-là? Laisse-moi savoir en commentaire. Tu veux savoir pourquoi je ne pense pas que la valeur de Lane Hutson vient nécessairement de monter avec les signatures de Jackson Lacombe et Luke Hughes? C'est juste ici. Et on se reparle lors du prochain épisode. Ciao!